Bonjour et bienvenue sur Swim Smart, le podcast qui t'aide à reprendre le contrôle de ta natation, de ton apprentissage, mais dans ta vraie vie. Moi c'est Théo, coach de natation, éducateur sportif et passionné de transmission. Aujourd'hui, direction Amiens à la Pradis pour une table ronde très spéciale. C'est la deuxième que nous enregistrons ensemble. La première portait sur l'impact de l'âge dans l'apprentissage de la natation. Cette fois, on prend un peu de recul pour parler de la carrière du nageur, de ses débuts jusqu'au haut niveau, du plaisir à la performance et de tout ce qui se joue entre les deux. Alors cet épisode fait partie d'une collaboration avec l'Apradis d'Amiens qui lance officiellement sa première promotion de maître nageur le 8 décembre 2025. Les inscriptions sont en cours. Une collaboration que j'ai acceptée avec fierté parce qu'elle s'inscrit dans ce que défend Swim Smart depuis le début. Valoriser celles et ceux qui forment, transmettent et font grandir la natation française tout en mettant l'humain au centre de chaque apprentissage. Alors, autour de la table, tu vas entendre des formateurs, des entraîneurs, des éducateurs et un parrain d'exception, Jérémy Stravius, champion du monde, champion olympique et surtout passionné de transmission. Ensemble, on parle de progressivité, de plaisir, de culture de la natation, mais aussi de ce qui relie tous les parcours, la patience, la motivation et le rôle clé des formateurs dans la construction du nageur. Alors, je te préviens, des fois c'est un petit peu technique, mais je pense que c'est important aussi de passer par là des fois. Donc si tu as la moindre question, t'hésites pas, tu m'envoies un message, theo@swimsmart.fr et je te réponds. Et puisque nous sommes toujours au mois d'octobre, je te rappelle que c'est Octobre Rose. Donc 20% des revenus de Swim Smart ce mois-ci sont reversés à la Ligue contre le cancer. Il y a aussi le grand concours anniversaire le 11 novembre pour mes 37 ans. 2 abonnements premium d'1 an sont à gagner. Pour participer, il suffit soit de t'inscrire au Brief Swim Smart, la newsletter gratuite où tu reçois aussi le plan d'entraînement du mois. Et en plus, en ce moment, il y a mes carnets de nage, mon retour à l'eau après 10 ans sans entraînement. Soit de laisser un avis sur le formulaire qui est en description, sur le site swimsmart.fr/concours, tu as toutes les informations. Mais ça peut être les deux aussi. Tu doubles tes chances, tu augmentes tes chances. Allez, installe-toi, on plonge ensemble dans cette conversation enregistrée à Amiens, dans une salle de la célèbre piscine du célèbre Coliseum. Bonne écoute. Bon, avant de commencer, je te préviens, c'est la première fois que j'enregistrais dans de telles conditions. Et autour de la table étaient réunis des passionnés de natation, des experts de natation, mais aucun d'entre nous n'est expert dans la radio, dans le podcast, dans la communication et tout. Donc, il y a quelques moments, on touche les micros parce qu'on réfléchit, qu'il y a du bruit et tout. J'ai décidé quand même de diffuser cet épisode parce qu'il est passionnant et voilà, c'est un peu comme si t'étais posé avec nous au centre de la table. Enfin, pas au centre de la table, mais sur une chaise à côté. Voilà, bonne écoute. Appuyez sur bonjour tout le monde, merci d'être là. On est beaucoup autour de la table, alors je propose qu'on commence par un petit tour de table très rapide et on va commencer par la gauche. Tu n'étais pas prévenu, c'est toi qui commence. Bonjour, du coup Paul, je me représente coach sportif, gérant d'une salle de sport à Amiens-Dury, à Planète Forme, et du coup titulaire des BPGEPS AG2F dans ces 2 options, ainsi que le BPGEPS AN, donc formé avec l'Apradis et l'Airfan. Emmanuel Fernandez, je suis un passionné de la formation et de toutes les problématiques liées à la natation, quels qu'en soient les niveaux, et à l'origine de nombreuses structures de formation. Et très heureux d'être là parmi vous aujourd'hui. Séverine Frein, coordinatrice de la formation BPGEPS activité aquatique et la natation avec l'Apradis à Amiens. Bonjour, Eddy Modène, je suis maître nageur depuis 13 ans et ancien sportif de haut niveau en natation. Jérémy Stravius, ancien sportif de haut niveau de natation, aujourd'hui gérant pas d'une salle de sport mais un bar, c'est sportif aussi. Voilà, retraité depuis 5 ans, sportivement. Bonjour à tous, moi c'est Yann Dubois, je suis entraîneur au club d'Amiens Métropole Natation depuis 17 ans et j'interviens dans les formations de maître nageur, donc BPGEPS, MSN et avant les BF. Alors, on va revenir sur MSN. MSN, c'est moniteur sportif de natation, c'est le diplôme fédéral qui permet aux titulaires d'entraîner contre rémunération.
formation dans les clubs de la Fédération française de natation. Et BF, les brevets Ces fédéraux. brevets fédéraux, c'était avant les MSN, c'était des brevets jusqu'à 5 niveaux qui permettaient de former les entraîneurs, mais ils n'étaient pas reconnus par l'État, donc ils ne pouvaient pas être rémunérés. Si vous êtes autour de la table, c'est parce que vous faites tous plus ou moins partie de l'équipe pédagogique de la nouvelle aventure à Pradis qui lance sa formation maître nageur le 8 décembre. Soit en qualité de parrain comme toi Jérémy, soit de coordinatrice, soit d'intervenant ou de conseiller. Et aujourd'hui on va parler de la carrière d'un nageur. Alors est-ce que déjà, quand on vous dit carrière du nageur, ça vous fait penser à quoi? Ah, t'es la Merci. seule femme. Carrière du nageur, il y a un début, il y a une fin dans une carrière et le début, moi je le vois comme j'apprends à nager, je découvre les plaisirs de l'eau et puis je me construis en tant que nageur, quel que soit le niveau auquel j'arrive. Donc ça peut être divers et varié en fonction des prédispositions, des compétences et puis des envies. On a la chance autour de la table d'avoir un peu de tous les niveaux. Je le disais, moi je suis champion de Picardie, donc il y a du niveau amateur, du niveau professionnel, que ce soit dans l'encadrement ou dans la pratique. J'ai l'impression qu'en ce moment on est très dans le résultat immédiat, alors qu'il faudrait qu'on prenne un peu plus de hauteur, un peu plus de recul pour construire tout l'apprentissage et toute la carrière du nageur. La carrière d'un nageur est composée d'étapes et chaque étape est importante parce qu'elle va déterminer la suivante. Sans les étapes précédentes, la construction du nageur est moins bonne. Donc chaque étape doit être validée et il n'y a pas de finalité d'étape puisqu'il y a toujours possibilité de progrès. Du coup, à chaque fois, c'est trouver les solutions pour passer à l'étape suivante, au progrès suivant. Ça comme ça, un plan de carrière, étape. Et chaque étape va permettre de construire la suivante. Et après, on peut monter le gratte-ciel jusqu'au plus haut niveau, jusqu'au titre de champion olympique, comme mon voisin. Après, Oui, alors moi si je reviens sur la question d'avant par rapport à Clara, ça me fait penser déjà, je trouve ça déjà très court de base une carrière, parce qu'on est un sportif amateur, je parle bien d'un sport amateur. Moi j'aurais pas commencé forcément par le savoir nager, parce que même si ça en fait partie, je trouve que c'est à partir du moment où déjà on s'investit vraiment plein temps dans sa pratique sportive. Donc, par exemple si je prends mon cas, moi j'ai toujours considéré la natation comme un loisir jusqu'à 19 ans, c'est-à-dire que je nageais 3 fois semaine. 4 grand max. Juste après les cours, c'est-à-dire j'ai le cursus classique d'études jusqu'au bac. Et après, j'allais m'entraîner 1 heure, 1 heure et demie, bref. Et à partir du moment où je suis rentré dans ce processus de haut niveau, là oui, on peut. Enfin, moi je considère qu'une carrière commence peut-être à partir de là. C'est-à-dire que tu investis quand même à peu près une trentaine d'heures dans la semaine. C'est quasiment un temps plein aujourd'hui. Et en plus de ça, tu as forcément les études à côté, donc tu te dois de travailler pour sécuriser au minimum les à côté, au cas où, parce qu'on est toujours sous le risque d'un arrêt brutal, que ce soit une blessure ou alors complètement l'arrêt, parce que on n'est pas forcément fait pour ça, ou alors on n'y trouve pas de plaisir dans cette pratique, quoi. Donc voilà comment moi je définis une carrière de sportif à partir de ce moment-là, quoi. Mais c'est vrai qu'on n'a rien sans tout ce qui s'est passé bien avant. Et la ligne conductrice qui va nous emmener du début à la fin, c'est bien la notion de plaisir qu'on aborde constamment. Et si on ne nous inculque pas cette notion de plaisir dès le loisir, forcément à un moment donné, on n'atteindra jamais cette partie de haut niveau. Et c'est intéressant parce que du coup, tu estimes que ta carrière de nageur va débuter à 19 ans. Exact. Donc toute la partie que tu as nagé avant, ça fait pas partie de ta carrière et Puis c'est bon. pas ça qui... C'est Si. pas ça qui a construit. En fait, j'étais dans un bon club formateur en soi. Donc, ils font partie de mes performances en soi. Mais moi, dans la manière dont j'abordais les entraînements et la mise à l'eau, pour moi, ça fait pas partie d'une carrière, en fait. J'y consacre. En plus, j'y allais. La moitié du temps, j'étais viré. Enfin, tu vois, c'était vraiment j'étais encore dans le loisir. J'avais pas la tête à penser à haut niveau, à médaille, à podium, à Jeux Olympiques. J'ai jamais pensé aux Jeux Olympiques avant mes 19 ans. Jamais. Il a fallu que j'entre dans ce processus pour que l'entraîneur me dise on va définir des plans à court terme, des objectifs à court terme et à long terme. Donc forcément les longs termes, je suis arrivé en 2007, on n'avait pas tout de suite visé les Jeux 2008, hein, c'est un peu quand même le grand écart, mais par contre on a visé 2012 quoi, et étape par étape, France, Europe, on était sur les Jeux. Mais ouais, je peux pas dire que moi, psychologiquement en tout cas, j'étais pas dans cette
dans cette idée de carrière avant ça. Mais déjà, c'est intéressant parce que du coup, il y a deux types de carrières. Il y a la carrière vécue et la Bien sûr. carrière construite par l'encadrement. Parce que Alors moi, en fait, je suis d'accord avec lui. Et moi, par contre, dans ma carrière de sportif, j'ai eu très vite ce déclic-là. Moi, je suis parti de chez moi, du cocon familial, à 13 ans. Ça arrivait très très tôt. Je sais qu'à mes 12 ans, je voulais faire que ça. Et c'est moi-même qui ai été voir mes parents en leur disant il faut m'inscrire en sport-études, il faut que je parte. J'avais ce besoin de compétition très tôt, quoi. Et ça a été vraiment au départ, sur les premières compétitions que j'ai pu faire, j'ai eu un déclic très vite et j'ai le souvenir très tôt d'accrocher encore des posters chez moi de Franck Exposito, Roxana Maraciano. Moi, c'était Matt Biondi. Et tu vois, ça arrivait très vite. J'ai rêvé très tôt d'équipe de France, de Jeux Olympiques, et de là, j'ai acquis une autonomie assez rapide. Je marchais vraiment sur objectif, quoi, un petit peu. Mais voilà, j'ai commencé très tôt sur cette carrière. sans indiscrétion, il y a combien d'âge d'écart entre Jérémy et toi? Si c'est pas indiscret. Ouais, 90, 2 ans. Que 2 ans. Que 2 ans et quasiment 7 ans. Ouais. Mais toi, Yann, tu voulais réagir sur... Oui, sur le fait qu'en fait, là, on voit deux discours. Le discours du nageur qui, lui, construit sa carrière par rapport à des objectifs. Et donc, Eddy les a eus très tôt, Jérémy plus tard. Et moi, je parlais en tant qu'entraîneur. Et l'entraîneur, lui, quand il construit un nageur, il le construit dès la base, donc dès ce que Séverine disait, l'aisance aquatique et j'apprends à nager, quoi. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un discours de nageur où on voit que le nageur, lui, il s'investit ou il s'implique dans la natation à partir du moment où il s'est créé un déclic, où il s'est créé un réel objectif, mais que l'entraîneur, lui, doit concevoir la construction du nageur, peu importe les objectifs du nageur, mais pour lui laisser la possibilité, quand il a le déclic, de continuer, quoi. Et tu vois, ça, je le ressens quand j'apprends à nager aux enfants. Pour avoir eu ce vécu-là, quand j'enseigne, j'en ai conscience, mais je sais que c'est un peu plus tard qu'ils en ont réellement conscience, Voilà, eux-mêmes, pour pouvoir commencer cette carrière de performance, entre guillemets. Mais si on leur donne pas les bonnes bases, on leur coupe un peu l'herbe sur le pied pour plus tard. Je suis très intéressé par ce que j'entends parce que d'abord, ça me replonge dans mes souvenirs et ça me fait réfléchir parce que ce vécu et l'organisation professionnelle de la part d'un entraîneur et ce vécu, en fait, sont des choses différentes. Mais ce vécu, à travers tes propos, Jérémy, je me suis replongé dans mes souvenirs de nageur parce que j'arrive à un âge où je parle peu, en fait, de ce que j'ai vécu en tant que nageur. Donc vous définissiez comme des sportifs de haut niveau, moi je vous définis comme des sportifs de très haut niveau puisque vous avez fréquenté le plus haut niveau international. Et moi, haut niveau, puisque j'ai fréquenté le plus haut niveau national, choses sur lesquelles je parle en fait jamais maintenant. Mais pourquoi je dis ça? Parce que le déclic en ce qui me concerne, moi je rêvais quand j'étais gamin, je rêvais à partir de l'âge de 10 ans de faire les championnats du monde. Les Jeux Olympiques ne m'ont jamais fait rêver et aujourd'hui encore ça me fait pas rêver. On avait des organisations sportives et compétitives à l'époque qui étaient complètement différentes de ce qu'il y a aujourd'hui. On avait les prémices des Jeux Olympiques que j'ai vécu moi en qualité de qualifié en équipe, mais en montant. Mais en fait, là où je réfléchis en vous écoutant, c'est que ici au club d'Amiens, puisque je suis du club depuis que j'ai l'âge de 3 ans, j'en ai 51 demain, donc ça fait longtemps, on a toujours vécu et été au contact avec des internationaux au sein du club. Dans les années 60 et 70, moi qui suis né en 74, j'ai commencé donc très jeune, on avait des internationaux au sein du club. Et quand on a des internationaux qui s'entraînaient, et nous, dans le petit bassin à côté, ça fait un bruit énorme. Mais ça nous amène aussi à nous projeter. Parce qu'eux sont là, pourquoi pas nous? Et le fait de partager les mêmes lieux, les mêmes installations, on avait des temps de stage qui nous unissaient, ça nous amenait en fait à nous projeter. Et dans des structures qui n'ont pas forcément les mêmes fréquentations de niveau, peut-être que le loisir sportif est vécu plutôt comme du loisir et pas comme une projection de fréquentation au haut niveau. Et c'est ce à quoi je suis en train de réfléchir. Et nous, on avait ça en tout cas quand on était gamin. Et moi, comment je me suis projeté comme potentiel nageur de haut niveau,
Ça a été très tôt grâce au contact des nageurs qui étaient déjà présents et nageuses au sein du club il y a déjà maintenant bien longtemps. Quand tu vois d'autres le faire, tu te dis ça peut être moi. Et c'était là. C'est très bien de côtoyer, d'avoir cette chance-là, de voir les gens s'entraîner. Quand je jouais au water polo et que tu avais de l'équipe élite qui était à côté, tu te dis un jour, moi aussi, je peux y être. Et donc, on a le très haut niveau, on a le haut niveau. Moi, je suis moyen niveau. Petit niveau. Petit niveau. C'est vrai ce que tu dis. Même dans un club qui n'a pas forcément eu un niveau extraordinaire comme le mien, quand j'ai démarré en école de natation et dans les groupes qui suivent, avoir sur le groupe compétition des nageurs qui étaient régulièrement qualifiés, alors à l'époque en N2, c'était déjà kiffant en fait, parce que quand on faisait des fêtes de club, quand on les regardait nager, je disais, oh là là, ils vont vite quand même. Et puis moi un jour j'irai vite comme ça quoi. Des fois il suffit pas de grand chose, franchement, il suffit pas de grand chose, mais comme tu dis, un exemple comme ça, moi au club de Fréville, il y avait des sous-traitants à l'époque aussi qui nageaient quand même déjà très vite. Je pense qu'elles devaient nager 26 ou 50 livres, c'était une sprinteuse. Et c'est vrai que tu prends exemple tu te dis à la ligne d'à côté, c'est la ligne du club, c'est costaud quand même quoi. Après, pour dire, on a failli arrêter nous dans le club de faire la natation parce qu'on préférait faire du water polo, plus ludique tout ça. Même les entraîneurs qui n'avaient pas de base de diplôme d'entraîneur, maître nageur, ils faisaient ça pour leur loisir. Et puis en fin de séance, on demandait toujours de faire du water polo et en fait, à un moment donné, on s'est dit si on ouvre un club de polo, on arrête tous la natation, on se met au polo. Heureusement, limite que ça s'est pas fait parce qu'on a continué la natation. Et après, je pense que chacun sa personnalité aussi. Tu vois, toi, tu as été très mature dans ta décision de prendre la décision d'aller en sport-études très tôt. Moi, je l'avais pas du tout. Pourtant, mon frère, qui en a nagé, qui a 2 ans plus âgé que moi, a pris la décision de se faire du sport-études à une demi-heure de la maison. Moi, je lui ai dit non, je suis pas prêt. C'était pas ma personnalité, j'étais assez quelqu'un de très introverti. Et du coup, je me sentais pas y aller, quitter un peu la maison pour dire faire sport-études, revenir la semaine là-bas, revenir, etc. Et du coup, c'était pas dans ma personnalité de faire du haut niveau, quoi. Et je l'ai appris tard, de par les entraîneurs, pas officiels, mais du coup, je commençais à faire des résultats dans ma catégorie sur des 50 mètres, pas 100 mètres, parce que j'avais pas assez d'entraînement dans les watts. Et en soi, ils ont commencé à s'intéresser un peu plus, par exemple, à la musculation, sur ce que c'était l'affûtage. C'est eux qui m'ont expliqué sur les 2 dernières années, ou la dernière année, ce que c'était l'affûtage. Pour te dire que je ne connaissais même pas tous ces termes-là, quoi. Même la muscu. Et encore, ils ne voulaient pas qu'on fasse de la muscu avant 18 ans. Donc, en soi, j'aurais même pas touché une barre avant. Après, c'est vrai que c'est parti de là. Puis après, il y a l'œil un petit peu de Michel Chrétien qui a observé que voilà, on a du potentiel, et puis a incité à le rejoindre après de haut niveau. Mais comme quoi, des fois, ça joue à pas grand-chose. Ça s'est joué sur la passion des coachs qui sont vraiment très intéressés à ce que c'était la natation course, alors qu'en fait, ils ne sont pas diplômés, mais c'était vraiment pour leur loisir. Ils adoraient ça. Et après, c'est vrai que moi, quand j'ai rejoint Amiens, je savais que c'est une Créatio qui était passée à Orbe, ancienne internationale, qui a failli faire les Jeux, qui a fait les Euros, bref. Et pour moi, c'était l'idole d'Amiens. Elle et l'entraîneur, Michel Chrétien, c'est sûr que quand tu rentres là-dedans, il va pas falloir juste y aller pour dire faire un tour, quoi. Donc, comme je disais ce matin, par exemple, il fallait absolument savoir dans quoi je mettais les pieds. Et toi, Paul, c'est quoi ta vision de la carrière comme ça ? De mon point de vue, je pense que là où moi je me retrouve par rapport à ça, c'est que je suis de 96, au cas où pour la question. Du coup, Jérémy, etc. faisait un peu partie de quand je nageais, des gens que je regardais à la télé en me comparant pour essayer de peut-être nager à un aussi bon niveau. Après, moi, je viens de campagne, où il y a eu des petits soucis avec mon club, donc j'ai pas pu nager très très longtemps en soi, ou pas assez longtemps pour aller à des niveaux comparables à tous ceux qui sont autour de la table ici. Ça me fait réagir un peu parce que je m'y retrouve quand Manu parle du fait de regarder la ligne d'à côté, les grands qui nageaient. Nous, on n'avait que 4 lignes, c'était un bassin de 25 sur 4 lignes, et on mélangeait les générations, parce que forcément, dit piscine de campagne, dit peu forcément de population, peu de créneaux disponibles, et je m'y retrouve là-dedans. Et en même temps, je me retrouve un peu dans le même discours que Eddy, parce que très tôt, on prenait conscience un peu de cet esprit de compétition et à dire on peut peut-être aller plus loin. Et puis la télé, nous, c'est démocratisé, Internet commençait à sortir, donc on voyait plus facilement les performances au haut niveau, etc. Et ouais, je me retrouve un peu dans tout ça et je me dis ça accélère fort. Et puis moi, je regarde aussi à l'heure actuelle, à mon travail que je vois, je continue à surveiller les résultats chez les très jeunes parce que c'est à la base, avec le BPGEPS, c'est travailler dans les piscines municipales, c'est encadrer les jeunes à l'école, etc., les clubs. On voit sortir des enfants qui se mettent une pression dès l'âge de 6 ans sur des compétitions où on se dit 6 ans, j'avais pas cet esprit-là.
mais c'est de plus en plus tôt. Il y a même maintenant des enfants qui sont même pas encore arrivés au collège, ils rêvent que d'une chose, c'est de rentrer en sport-études, pour lancer leur carrière, comme on est en train de parler. Je me retrouve là-dessus et je me demande si c'est pas un effet aussi sociétal, comme on est en train d'aborder le truc, on veut tout de suite et le plus vite possible. Et ouais, je m'interroge encore sur pas mal de choses et surtout je m'interroge à son évolution. Pour rejoindre sur la communication et l'image, c'est vrai, je sais pas Manu, mais toi peut-être mieux parce que je rebondis sur ce que tu disais, tu étais dans le club d'Amiens où il y avait du haut niveau à côté de toi qui nageait, tu les voyais. Quand on était gamin. Ouais, on a le même âge, donc moi quand j'étais dans mon petit club Catherine d'eau, on était tous loisirs quoi. Donc moi je voyais pas le haut niveau, je connaissais pas le haut niveau. Donc j'ai jamais eu l'idée de me dire tiens il y a des championnats de France. Dans ma tête je suis même pas sûr que je savais qu'il y avait des championnats de France de natation quoi. Mais après aussi la télé, bon je suis pas très télé donc je regardais pas trop la télé. La radio on parlait pas trop de natation. Donc maintenant on en parle donc tout le monde sait que ça existe. Alors que moi à mon époque dans ma petite piscine des championnats de France, je sais même pas si mon entraîneur il en a parlé un jour quoi. On faisait de la natation pour se faire plaisir dans le département, un petit peu la région, puis c'est tout quoi. Donc là sur la construction du plan de carrière, les enfants et les parents ont une vision beaucoup différente de notre époque et ça évolue très très vite je pense aussi. C'est l'information qui circule à une vitesse folle et il y a tellement d'informations qu'au final on sait même plus trop où s'y retrouver, etc. Et je sais pas à quel point ça joue sur la psychologie justement des plus jeunes quand ils apprennent à nager et ils devraient justement considérer la piscine peut-être plus comme un loisir, enfin du moins de notre point de vue à nous générationnel. Et au final, ils se voient déjà aller nager des compétitions à des niveaux hallucinants. Après, est-ce que c'est le nageur en lui-même ou est-ce que c'est le parent qui a déjà construit son plan de carrière ? C'est le parent, c'est l'entraîneur, et le club, c'est tout l'environnement qui crée cette situation-là aussi. Mais après, il ne continue pas. Là, on voit aussi qu'il y a quand même deux types de publics qui se créent dans les structures, en tout cas bien. Il y a ceux qui viennent, ils n'ont pas l'ambition de faire du haut niveau. Ils font du loisir, ils font comme moi je faisais à mon époque, on fait au niveau départemental, régional si ça va, mais on n'a pas l'ambition d'aller plus loin. Et tu as l'autre côté où eux, ils sont vraiment dans l'objectif d'aller vers le très haut niveau. Il y a deux publics alors qu'avant, je pense que jusqu'à certaine époque et un certain âge, tout le monde avait le même projet, quoi. Il n'y avait pas forcément que du loisir et que de la compète. Non, t'es pas d'accord avec moi ? Pas du tout, parce qu'en fait, j'ai eu les chiffres. C'est une question sur laquelle on s'est longuement interrogé au niveau régional Picard jusqu'au milieu des années 2000. Et en fait, on a sorti les chiffres au niveau régional des clubs de Compiègne, d'Abbeville, d'Amiens et de Laon dans l'Aisne. Et on a en fait ressorti les effectifs des gamins qui démarraient à partir de l'âge de 5 ans. Prenons l'exemple d'Amiens, puisque nous y sommes. Les nageurs de ma génération à l'époque ont démarré avec une cohorte de 70 à 80 individus. Il faut savoir qu'au club d'Amiens, première année, on appelait ça les CIS. 70 à 80 individus sur une année. On va dire on démarre en 2025. Donc nous sommes 80 à peu près. En 2026, l'année d'après, à Amiens, à l'époque, en fait, il en restait 15. Donc il y avait un tri. Donc effectivement qu'on avait tous à peu près le même projet. Mais à quel prix ? C'est-à-dire qu'il y avait un club d'Amiens, on était à peu près 200 à 265 dans les meilleures années. On n'est pas du tout dans les effectifs d'aujourd'hui. Donc effectivement, il y avait une prise en charge de ces objectifs qui étaient partagés parce qu'il y avait une sélection extrêmement forte. On a l'impression qu'on sélectionne davantage aujourd'hui, or les chiffres nous révèlent l'inverse. Et partout. Je ne connais pas les chiffres de Toulouse, mais je mets mes mains à couper, je suis sûr qu'on voit la même tendance. C'est l'autre club que je connais très bien aussi. Du coup, je vous propose qu'on suive la carrière du nageur et qu'on voit les éléments importants. Pour vous, c'est quoi les éléments importants pour un début de carrière ? Alors, quand j'entends carrière, c'est quelqu'un qui commence à nager. Quels sont les éléments sur lesquels appuyer ? Quels sont les éléments à travailler quand on débute, quand on commence ? Le plaisir. Le plaisir, se sentir bien dans l'eau. D'où le terme aisance aquatique. D'où le terme d'aisance aquatique qu'on utilise aujourd'hui. Moi, pour ma part, je suis arrivé à la natation parce que j'ai failli me noyer pendant les vacances. Donc, en fait, quand tu es à la campagne, tu n'as pas accès à la piscine parce que c'est trop loin et que c'est pas dans les... même si c'était certainement dans les programmes de l'école de l'époque, mais c'était compliqué en fait pour nous d'y aller. Donc,
Voilà. Mon père a essayé de m'apprendre 2-3 rudiments. Lui-même avait appris à nager dans le canal du Nord, mais histoire de ne pas avoir besoin d'aller me chercher. C'est ça. Mais voilà, je me suis fait emporter par les rapides en Ardèche et puis après je suis rentré, j'ai décidé d'apprendre à nager, puis finalement j'ai jamais arrêté. Toi Yann, tu parlais de faire étape par étape. Donc tu es d'accord avec le fait de la première étape c'est de prendre du plaisir dans l'eau? C'est de mettre que les enfants trouvent que l'eau c'est un endroit où on prend du plaisir, où c'est agréable d'être dedans. Et qu'ils ont une assurance, une confiance en eux qui leur permet d'évoluer aisément dans l'eau sans aucun risque et en confiance. C'est confiance en eux pour se déplacer comme ils veulent dans l'eau, quoi, et prendre du plaisir. Il faut avoir confiance en les autres en fait, Aussi, parce ouais. que moi la chance que j'ai eue cet été-là, c'est que, alors déjà on est venu me chercher, mais surtout les jeunes du camping dans lequel on était qui sont venus me chercher m'ont aussi ramené tout de suite à l'eau et m'ont montré que je pouvais toujours continuer à m'amuser dans l'eau parce que c'était déjà le cas de toute façon, mais en toute sécurité parce que eux étaient là pour venir me récupérer au cas où, parce que j'avais ma bouée qui me permettait de me rattraper quand j'étais fatigué et c'est venu comme ça en fait, à faire le tour de la piscine, à me lâcher au fur et à mesure, etc. quoi. Donc les étapes qu'on connaît, mais moi je l'ai vécu en fait. Et si t'as pas confiance dans l'environnement dans lequel tu es, le plaisir il va pas être le même. Et... Vas-y. Et je pense que comme tous ceux qui sont encore actuellement en train d'apprendre le métier, à des jeunes enfants, c'est incroyable la progression qu'on donne. Moi, je vais prendre pour mon cas personnel parce qu'à l'heure actuelle, je travaille plus dans des piscines municipales, donc j'encadre très très peu de groupes. J'encadre principalement en individuel et généralement, je récupère justement tous ces enfants un peu soit traumatisés ou très effrayés par le milieu aquatique. Et c'est incroyable les progrès qu'on peut avoir sur eux et surtout le plaisir de voir après l'enfant pouvoir se déplacer aisément dans l'eau et le plaisir qu'il a après de pouvoir enfin s'amuser dans le milieu aquatique. Et quand on les récupère au début, c'est... D'autant plus avec les enfants qui se font peur à la base, qui ont à la base un blocage. Et ben ces enfants-là, dès qu'ils vont se sentir débloqués et en toute aisance, à contrario, ils vont bifurquer à 360 et puis derrière, c'est là où ça va être les bons éléments, quoi. Ils vont prendre énormément de plaisir et ils vont trouver ça hyper facile et puis derrière, c'est là où ces enfants-là qui vont continuer après par la suite. Et ça, j'en ai eu beaucoup Énormément. Je sais que j'en ai énormément. Une fois que j'ai fini le travail avec eux, je dis aux parents, je fais écoutez, je pense que l'aisance est là, il a une bonne base sur toutes les nages. Partez en club, allez voir ailleurs, là où le bassin est le plus grand, et puis faites-le progresser. Et j'en ai quand même un bon 20%, je pense. On ne doit pas être loin des chiffres que Emmanuel a sortis tout à l'heure, mais un bon 20% qui continue après en natation. Ça, c'est extraordinaire. Je pense que là, on parle, pour les jeunes, on parle du bien-être aquatique. Mais quant à se préoccuper du plaisir lié à la performance, je pense que la préoccupation, notamment du côté d'un entraîneur, c'est d'accompagner justement la patience à obtenir ce plaisir. Parce que quand on veut atteindre un certain niveau et quand on nage à un certain niveau, il faut se saquer quand même 2 fois par jour aller dans l'eau. Je ne sais pas, autour de la table, pour ceux qui l'ont vécu, combien de fois on a eu du plaisir. Jusqu'à la 30aine d'heures que j'ai vécu aussi en montant, c'est un sacerdoce, sincèrement, faut être honnête. Où on est maso, où on apprend à être patient pour avoir un plaisir, et en compétition, quand on est prêt. Et ça, je pense que c'est, du point de vue professionnel de la part d'un entraîneur, un véritable travail, une véritable réflexion. Et je ne pense pas qu'elle soit si répandue que ça sur le territoire national, parce que c'est un sujet finalement que, même moi-même, sur lequel j'ai jamais vraiment réfléchi avant là d'avoir cette possibilité de s'exprimer autour de la table. C'est vrai, en termes de patience, pour une carrière de nageur, pour l'avoir vécu, quand tu prépares un objectif sur 1 année, 2 années, 3 années, et que tu loupes cet objectif, et que derrière, faut rebondir sur ça après un échec, derrière, faut être en capacité justement de dire, bon, ok, j'oublie ce que j'ai fait, j'ai acquis certaines compétences, mais derrière, je rebondis, et de là, après, c'est comme ça qu'on se relève et qu'on devient plus fort. Et ça, en tant que sportif, on l'a tous vécu et je pense que c'est comme ça qu'on se forge aussi mentalement et qu'on devient plus fort. Donc première étape, le plaisir pour l'aisance et la sécurité.
Est-ce que vous, en termes d'éducateur, quand vous formez cette première étape-là, vous avez déjà en tête les étapes d'après? Non, mais je connais les réponses. Oui, C'est l'objectif. On suit une trame. Yann a parlé des différentes étapes par lesquelles on passe en fait dans la construction du nageur. On sait où on l'amène. On sait les compétences qu'on doit lui apprendre. Et après, c'est à l'entraîneur de savoir à quel moment chaque compétence est accessible à l'enfant, ou à l'entraîneur, ou au nageur, et ainsi de suite. Donc, le chemin est balisé, et donc chaque étape doit être validée avant de passer à la suivante, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, c'est à l'entraîneur de repérer chez le nageur le moment où il peut passer à l'étape suivante. Et après, tu veux que je détaille les étapes et tout, c'est ça? Tu dis ce que tu veux. Donc après, la semaine dernière, j'ai suivi une formation ADN. Et l'Académie de la natation, c'est comment on dit? Une marque déposée. Voilà, une marque déposée par la Fédé. Et le projet de l'Académie de la natation, c'est de proposer une construction du nageur en 6 étapes. Du débutant qui ne sait pas aller dans l'eau jusqu'au haut niveau. Dans chaque étape, il y a des compétences à acquérir et chaque étape est à acquérir au fur et à mesure. Et l'entraîneur, comme je viens de le dire, doit observer le nageur pour définir à quel moment il peut passer à l'étape suivante. Mais ça, je trouve ça important de le dire parce que bien souvent, les gens, ils veulent passer trop rapidement à l'étape d'après. Mais on est dans l'étape n'est pas maîtrisée. Quel levier, quel repère vous avez pour savoir qu'une étape est maîtrisée? Alors, si je continue sur l'ADN, on a l'ADN à repérer, ou même pas, j'arrive plus à retrouver le mot, mais il va me revenir après. Tu as des compétences, Ouais, des compétences à valider et après tu te bases sur des critères, sur des observables. Et les observables, en fait, ils viennent de l'image qu'on fait de la nage, de ce qu'on veut voir chez le nageur qui correspond à la technique, mais c'est pas de la technique, c'est pour ça que je m'embête pour retrouver le mot. En fait, on repère ce qui est important dans la nage pour qu'elle devienne performante. Et donc, quand on observe le nageur, on observe à quel niveau il en est, et donc on peut savoir dans la construction du nageur à quelle étape il est, et donc qu'est-ce qu'on doit lui proposer pour continuer à progresser. Et l'idée, c'est vraiment de prendre le temps de corriger chaque blocage qui ne permet pas au nageur de passer à l'étape suivante. Et de travailler sur ce qui l'empêche de monter à l'étape suivante. Et du coup, presque l'entraîneur doit presque individualiser la progression du nageur, puisque chaque nageur évolue à sa façon. Donc là, c'est une échelle de représentation de l'Académie de la natation, de la Fédé de natation, donc c'est bien un parti pris sportif par rapport à la FFN. Pour autant, on a la même chose sur les grilles de progression, des échelles de progression sur la pédagogie, dans le monde scolaire, avec les textes de l'éducation nationale, avec les paliers, etc. En fait, chaque piscine, quelque part, ou chaque club peut se construire sa propre grille de progression avec des compétences à acquérir pour valider un niveau et se baser sur des critères, sur les observables. Bah oui, bien sûr. Les entraîneurs. Oui, voilà. Et Du coup, s'ils sont pas au courant de ça, par exemple des paliers pour qu'ils progressent. À quel niveau? Là, par exemple, tu parlais techniquement, par exemple, je sais pas, si tu as un barème de... Non, il n'y a pas... C'est plus en termes de temps, non? Non, même pas. Il y a pas c'est de des compétences, en fait. L'idée, c'est d'organiser le nageur pour qu'il soit efficace dans l'eau. Donc, on sait que pour être efficace, il doit nager de telle ou telle façon, ou il doit se comporter de telle ou telle façon. Donc, s'il ne se comporte pas de cette façon, quel obstacle fait qu'il ne peut pas se comporter comme ça? Et en fonction de cet obstacle, on va trouver des situations qui vont lui permettre de passer cet obstacle pour pouvoir être meilleur. L'objectif d'amélioration. Oui, d'accord. Et en termes d'âge, tu es sur... Ouais, mais justement... Par exemple, si j'ai un master qui ne sait pas du tout nager, là, je vais recommencer dès le début, à la première étape. Okay. Et après, il va évoluer à son rythme. Je pense que ces paliers-là, on ne s'attarde pas forcément beaucoup à les expliquer, parce que par exemple, si on encadre un groupe de jeunes enfants, dès que tu commences à trop parler... L'objectif, c'est pas qu'ils comprennent, c'est ce qui se transforme. C'est qu'ils se transforment et qu'ils le vivent. Donc du coup,
Tu vas pas lui expliquer pourquoi quand il relève la tête ça le freine, tu vas pas lui parler des résistances frontales, de la surface du métro. Donc, du Alors coup, ça dépend, je suis pas d'accord. Sur les enfants, et l'objectif. je suis un peu juste public. Mais après, l'objectif, c'est la transformation du nageur. Donc voilà, tu vas lui trouver des situations pour qu'il comprenne l'intérêt de placer la tête sous les bras. Et par les situations que tu vas proposer, il va comprendre et se dire « Ah oui, c'est mieux comme ça ». Donc, il va le reproduire. Et une fois que ça s'est répété et ancré ou stabilisé chez lui, là, tu vas pouvoir passer à l'étape suivante. Et te dire « Bon, bah maintenant, je vais rajouter un peu la propulsion. » Et puis, je lui propose un exercice pour voir comment il propulse. Je vois ce qui fait obstacle à ce que ce soit une propulsion efficace. Je trouve des situations pour rendre cette propulsion plus efficace et on fonctionne étape par étape comme ça. Ça, c'est l'esprit de l'ADN. C'est ce qu'on fait depuis 30 ans. L'ADN au très Non, Mais c'était moins marketé. le seul truc aussi pour défendre un peu l'ADN, Moi, c'était une plaisanterie tout à fait naïve. c'est que quand tu regardes les entraîneurs, ils oublient tout ça. Et donc, du coup, là, ils ne regardent pas ce qui font obstacle aux nageurs. Ils ne regardent pas ce qui l'empêche de progresser. Ils lui demandent « corrige ça ». Mais si tu n'as pas vu ce qui l'empêche de corriger ça, il ne va pas y arriver. Et c'est là où l'ADN te fait réfléchir sur ta façon d'observer le nageur et en plus d'approfondir ce qui va faire la performance du nageur. Et si tu n'as pas une vision de ce qu'il faut pour lui pour être performant, déjà, tu ne vas pas avoir l'œil pour voir ce qui l'empêche d'être performant. Et après, si tu cherches à corriger le défaut au lieu de la raison qui cause le défaut, tu ne corriges pas le défaut. Il faut corriger la cause qui crée le défaut. Donc, ce qui fait obstacle à la progression. Et je trouve que les entraîneurs, ils n'ont pas l'œil assez aiguisé, entre guillemets, ils sont plus dans, si on rejoint un peu la performance, on va aller trop vite, et donc du coup, c'est pas grave s'il a la tête un peu relevée, tant qu'il progresse, quoi. Mais oui, mais à un moment... C'est l'ensemble de tous ces petits défauts qui l'empêchera peut-être d'accéder au niveau. Mais c'est formidable, je trouve que enfin, là, il y a un discours de Didier Chollet qui est traduit au sein d'une institution qui est représentée au sein de l'académie. Voilà. Enfin, il était temps. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Là, je provoque un peu, mais je trouve ça super intéressant. Et après, c'est vraiment une philosophie, une approche qui est plus sur l'observation, ce qui fait obstacle à la progression, correction de la proposition de situation qui vont permettre de déblocage. On le fait inconsciemment. Mais bien sûr, c'est ça. Surtout chez les petits, quand on voit qu'il ne met pas la tête dans l'eau, on se dit pourquoi il ne met pas la tête dans l'eau, il a peur, et machin, on se pose des questions. Et donc on voit, c'est pas à cause de cette raison-là qu'il ne veut pas mettre la tête dans l'eau, donc on corrige, on trouve une situation qui va enlever ce blocage-là. Et c'est bien la raison pour laquelle dans les formations, on essaye de faire aller les stagiaires un peu partout avec différents éducateurs pour que justement cette différence d'expérience dans l'encadrement des publics va les aider à constituer leurs outils, leur boîte à outils, etc. Moi, à chaque fois, quand je vois quelqu'un, quand j'apprends à nager à mes proches, c'est toujours la même question, mais pourquoi il n'y arrive pas? Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce qui fait que... Alors souvent, comme je suis en piscine avec les collègues au bord de bassin, c'est « T'as déjà eu cette situation? Pourquoi t'as fait ?» Ouais, ça aide. Après, il y a une complexité, c'est selon le défaut aussi, mais qu'ils ont un âge différent. Quelqu'un qui a 2 ans et quelqu'un qui a 18, par exemple. Ils ont le même défaut, mais après, tu vas pas leur parler de la même manière. Tu En fait, adaptes le vocabulaire Même, c'est pas le vocabulaire, c'est la situation que tu vas adapter. ou la situation? Alors, moi, je vais te dire que, par exemple, si Michel m'avait parlé de la même manière 5 ans auparavant, je l'aurais pas pris de la même façon et j'aurais été perdu. À 19 ans, j'avais pas le même cerveau qu'à 15 ans. Il n'aurait peut-être pas parlé pareil. C'est pour ça. Est-ce qu'il aurait employé des mots différents pour me faire corriger de la même manière? Parce que clairement, je pense que là, j'étais un des plus vieux, non, j'avais 19 ans, mais il y en avait quand même des beaucoup plus jeunes, tu vois, qui peuvent se perdre avec le discours. Donc c'est aussi à l'entraîneur de s'adapter en fonction aussi de... si, c'est pareil, c'est un sport intelligent aussi, intelligent, intellectuel. Et en soi, il faut extrêmement faire attention sur la façon dont on va parler aux nageurs pour que ça soit bien reçu, quoi. C'est sûr qu'un enfant qui arrive, un enfant ou un ado de 13-14 ans qui commence par exemple le haut niveau, en tout cas qui est dans la performance, et un qui est déjà ou qui commence à 19 ans, tu n'utilises pas les mêmes discours. Ce que je disais dit tout à l'heure, si tu entraînes des adultes, tu vas pouvoir lui expliquer pourquoi quand il relève la tête. Oui, voilà, tu parles de corps projectile, tu ne peux pas forcément le dire à tout le monde.
Et moi j'avais une question tout à l'heure, c'est est-ce que dans vos formations d'entraîneur, je parle aux entraîneurs, vous avez à un moment donné ce sujet de prépa mentale? Alors à mon époque, non. Non, parce qu'aujourd'hui... Alors à ton époque, non, mais en même temps, ça n'existe Non. quasiment pas. Mais je suis de la même époque, moi qui ai un Bézanne également, mais en 94. Alors je parle de prépa mentale, mais pas poussé comme Oui, aujourd'hui sur mais les préparateurs. ce qu'on avait avant, dans le cadre de l'organisation Ouais. de la formation de la profession, il y avait un tronc commun, et à l'intérieur duquel on se souciait de l'organisation de l'apprentissage. Donc on avait notamment aussi sur des cours tels que la motivation, puisque ça, c'est en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au plaisir, hein. Cette motivation qui nous est intrinsèque, qui nous vient, plaisir des sensations par exemple. Ça, c'était lié vraiment à la profession, c'est-à-dire que c'était le dénominateur commun de la formation pour ceux qui voulaient devenir soit entraîneur, soit maître nageur en collectivité. On avait exactement le même diplôme, la même formation. Et ça, c'était un moyen extraordinaire pour qui s'impliquait dans la formation, dans l'accompagnement des activités aquatiques. C'était un moyen extraordinaire de maintenir une culture professionnelle. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la disparité de formation, beaucoup d'entraîneurs ne sont pas au contact de ces réflexions et sont au contact de réflexions éminemment techniques. Donc là, j'étais un petit peu provocateur, mais pour la blagounette en réalité, parce que je trouve que la réflexion que tu as abordée tout à l'heure sur l'académie est une réflexion, même si ça fait 30 ans que Didier Chollet en parle, on s'en fout, ça ferait 200 ans ou ça ferait 5 ans, et c'est une réflexion qui est intéressante. Et je trouve que c'est important que les entraîneurs soient accompagnés dans ce sens-là. Donc je veux bien être un disciple de ce discours, mais autour de la table là, aucun autre en... Dans la formation, moi pour avoir vécu le Bézanne, à la sortie du Bézanne, moi je voulais être entraîneur. Quand j'ai passé le Bézanne, c'était pour être entraîneur, c'était pas pour être nageur. Et quand je suis sorti, je me suis dit maintenant il faut que tu entraînes. Et là je me suis senti un peu faible, quoi, pas assez compétent. Et donc c'est pour ça que je suis allé après à la fac, en me disant je vais me compléter ma formation à la fac. Parce que le Bézanne, à l'époque sur l'entraînement, il n'était pas aussi poussé parce qu'il était un peu généraliste. Mais je suis d'accord avec Emmanuel sur le fait que tout le monde était formé de la même façon. Donc tout le monde avait la même philosophie, le même discours. Le tronc commun. Et le tronc commun. Et par exemple, là, la transition entre les maîtres nageurs et les entraîneurs, c'était le même discours, c'était beaucoup plus facile. Et à l'époque, souvent, comme toi tu le disais, que tes entraîneurs, c'était des maîtres nageurs qui étaient passionnés. Donc c'est bien que le fait qu'ils aient fait le tronc commun et le même diplôme, même si au début ils voulaient être maîtres nageurs, comme ils avaient vu un petit peu d'entraînement, ils disent tiens, c'est peut-être intéressant. Que là, on les oriente tout de suite vers le métier de maître nageur simple, sans l'idée d'entraînement. Après, sauf ceux qui avaient déjà une petite idée ou un projet là-dessus, sinon ils vont rester dans leur compétence de maître nageur, mais pas aller vers l'entraînement. Et du coup, après, quand on veut faire des liens entre les deux structures, le club et les municipalités, c'est un peu plus compliqué parce que on n'a pas la même formation de base, le même discours, la même philosophie. C'est tout après l'intérêt de la mise en place des formations où le texte, même s'il n'aborde pas l'entraînement, ne ferme pas la porte aux évolutions de carrière possibles du professionnel éducateur de la natation qu'on est en train de former. Ce qui est prévu dans les plaquettes de formation, ce qu'on met en place avec la police, c'est justement d'ouvrir le champ des possibles, c'est-à-dire sans former un entraîneur, parce que ça c'est pas la formation qu'on met en place, c'est l'éducation. Il faut ouvrir la curiosité, éveiller la curiosité en les formant sur le... Eh oui, c'est toute la polyvalence de l'équipe sur il faut des origines différentes de manière à ce qu'à un moment, les éducateurs qui sont formés, s'il y en a qui arrivent, qui sont nageurs, qui ont fait de la compétition, ou qui le sont encore, parce qu'il y en a qui feront peut-être encore de la compétition, s'ils veulent devenir entraîneurs, ok, ils passent par cette première formation d'éducateur de la natation, et après, libre à eux d'aller chercher un autre diplôme, soit un DEGEPS, parce que c'est ça la continuité du BPGEPS, et puis aussi, ils ont la possibilité d'aller sur
Soit le STAPS, tu en as parlé Yann dans ton parcours, moi je suis issu de STAPS aussi, j'ai fait l'inverse. Ou alors il y a la troisième filière, tu en as parlé, c'est la fédération en fait. C'est les 3 moyens de se former dans les métiers de l'encadrement du sport. Et ces filières, elles sont complémentaires et c'est à chacun de construire son parcours et d'aller voir par quoi il commence et comment il y va et comment il fait une passerelle en fonction de ce qu'il découvre, etc. Mais ça vient aussi du contenu de formation qui est proposé sur est-ce que j'ai présenté, moi en tant que coordinatrice, quand j'ai créé la formation et quand je la mets en œuvre, est-ce que j'ai permis aux stagiaires qui sont dans la formation de voir qu'il y avait autre chose que le strict métier sur lequel on est formé. Donc ça passe par les contenus de formation, ça passe par l'équipe pédagogique qui est en place quand elle est polyvalente et pluridisciplinaire, et ça passe aussi par les stages. Tu parlais tout à l'heure Théo de est-ce qu'ils savent où est-ce qu'ils vont, etc. J'ai toujours conçu la formation de maître nageur comme, pour moi, tu ne peux pas former un apprenant, un loulou, à apprendre les nages sans parler forcément d'aller faire un 100 mètres 4 nages en compétition. Mais pour moi, il est complètement ubuesque de vouloir préparer, à apprendre le papillon, le dos, la brasse, le crawl, sans savoir toi-même à quoi ça correspond. Donc à un moment, il faut que tu ailles voir en club comment ça se passe, la compétition en fait. Même si tu l'encadres pas, parce que ce n'est pas tes prérogatives, mais tu dois en connaître la finalité en fait. Tu dois en connaître la finalité. C'est la culture natation en fait. Ouais. Et la culture natation et la culture sauvetage, parce qu'ici à Amiens, on a deux clubs qui vont au niveau national, la natation et le sauvetage. Et à un moment, il y a une culture. Mais c'est une culture aquatique, pardon, je vais faire mon vieux là de service, mais c'est une culture aquatique qui est picarde. Parce que Claude Fauquet, Michel Chrétien, Jean-Marc Dargent, Francis Lignot qui est parti en retraite, et j'y étais. Bruno Boquignon qui n'est plus là mais qui était sur Péronne, qui a entraîné Stéphane Vossard. Qu'est-ce qu'ils ont laissé ces professionnels-là? Ils ont laissé exactement ce dont nous sommes en train de parler. L'académie me fait penser à travers ton propos à tout cet héritage, à tout ce patrimoine. Et ça vient de la Picardie. La Picardie avant, c'était quasiment un club. Aujourd'hui, qu'est-ce qui relève de notre responsabilité? C'est de partager ce qui a déjà été fait, mais qu'est-ce qui a déjà été fait? De partager la culture de la natation, quels qu'en soient les niveaux, quels que soient les clubs, quel qu'en soit le plaisir de pratiquer. Et ce que je veux dire par là, par rapport au prisme des organismes de formation, qu'est-ce qu'on est autour de la table là? Nous représentons tout ce dont tu viens de parler. Tous les secteurs de formation sont réunis ici. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, ce qui, moi, me fait penser, et c'est ce qui me motive aussi, par respect pour nos prédécesseurs, moi j'étais formé par Claude Fauquet à l'époque, c'était vraiment cette culture-là, la culture de la natation au sens large. Et c'est-à-dire que nous représentons ici la culture de la natation au sens large, et chacun à nos niveaux, au STAPS, à Pradis, FFN, peu importe, nous partageons ça, et en fait nous partageons aussi les problématiques de la formation. Et je trouve que le centre névralgique part justement de ce nouveau projet qui est en fait une continuité et pas un démarrage. Et pour revenir là sur le fait sur le BPGEPS de former et d'ouvrir la formation vers ce qu'ils peuvent faire après en tant que DUGEPS, MSN ou autre chose, c'est que aussi, si on repart sur le plan de carrière, dans la logique, les nageurs vont être formés par eux sur les premières étapes. Et donc, dans le plan de carrière, c'est eux qui posent les bases. Donc, il faut que dans la formation BPGEPS, on leur donne les moyens d'avoir les bases qui vont permettre aux nageurs de construire le nageur jusqu'au haut niveau. C'est eux qui forment les premières étapes. Et donc, il faut que ce soit en lien avec ce qui va être fait après, c'est-à-dire dans les clubs. Donc, il faut qu'ils aient la logique de la suite dès leur formation de base pour que le nageur soit formé correctement du début à la fin. Et qu'il n'y ait pas une formation spécifique et puis après, on va au club et hop, on recommence une autre formation parce qu'on n'est pas dans le même plan de carrière finalement. Exactement. Et c'est un peu cette logique-là aussi. Parce qu'on parle de la natation, ouais. Quel que soit l'environnement. Et après, moi, je prenais l'exemple quand je fais la formation, tu vas sûrement me contredire, mais moi je disais que celui qui avait permis à Jérémy Stravius d'être champion olympique, c'était un peu Michel, mais c'était surtout le premier entraîneur qui l'avait mis dans l'eau et qui lui avait donné les bonnes bases pour qu'il puisse aller jusqu'au JO, quoi. Donc, c'est pas contredit. Et donc du coup, c'est le maître nageur qui met l'enfant dans l'eau et qui lui apprend les bonnes bases, qui lui ouvre les portes du haut niveau plus tard, quoi. Et c'est ce que disait Eddy tout à l'heure.
sur le fait que, qu'il trouvait ça super, qu'un enfant qui était en difficulté, qui voulait pas aller dans l'eau, qui trouvait le déclic pour se débloquer, qui après trouvait la passion du truc. Quand on écoute certains nageurs de haut niveau, ils viennent tous des fois de problématiques très difficiles sur leurs premières années de natation. Moi j'ai des noms où pas ça. Moi, c'était ça. J'étais sous l'eau. C'était y aller à reculant. Ils ont eu à un moment un maître nageur qui leur a donné le plaisir d'aller dans l'eau et puis les bonnes bases, et du coup ça leur a permis après d'aller très très haut, même si au début ils avaient peur de l'eau, quoi. Donc c'est bien dans cette formation de base de BPGEPS qu'il faut Parce que c'est former le mieux possible ces futurs éducateurs qui vont ensuite permettre aux enfants d'avoir un plan de carrière. Parce que c'est les premiers à les avoir sous leur aile, quoi. Mais ces BPGEPS là, dont tu parles, et on peut être que d'accord, puisque déjà c'est pas la première fois qu'on en parle, mais sur le plan structure de formation, comment on fait pour amener aujourd'hui des stagiaires BP au contact d'une mise en stage auprès des fédérations? En STAPS, c'est facile, mais en BP, c'est pas du Bézal. Pour autant, dans la maquette de formation, il y aura des heures obligatoires en structure associative à encadrer de la natation. Après, je pense pas qu'il y a pas d'interdit. Pour l'instant, le dossier il est comme ça, il est en projet comme ça. Maintenant, est-ce qu'il va falloir revoir la maquette qui est déposée on verra. Mais en tout cas, elle est déposée comme ça. Non, mais tant mieux. Je vais le Tant mieux. Je suis très affecté par rapport à cette culture de la natation picarde, d'observer que dans l'Oise ou dans la Somme, on a des fermetures de structures associatives qui font vivre la natation, mais en masse. Et nous, en tant que formateurs, il est extrêmement important qu'on échange sur ces problématiques. Et j'en veux pas, moi, aux élus d'ailleurs, j'en parle jamais, parce que tant mieux qu'ils soient là, et quels qu'ils soient. Moi, je les accompagnerai en permanence, mais c'est pas leur préoccupation première. Leur préoccupation première est de faire vivre les instances fédérales, les instances associatives locales, mais nous, en tant que formateurs, c'est nous qui formons les futurs intervenants. Et ça, ce sont vraiment des missions dont il faut absolument qu'on s'empare. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de moments pour échanger sur ces problématiques ensemble. Peut-être qu'on pourrait innover lors de prochaines compétitions qui réunissent suffisamment de personnes au niveau local, professionnels des activités aquatiques et de la natation, pour qu'on puisse peut-être s'organiser sur un truc très simple. À quel endroit on peut mettre en stage, et est-ce que vous avez de futurs potentiels stagiaires pour qu'on assure une continuité de formation? Ça, c'est très important. C'est ce qu'on est qu'on puisse avoir cette anticipation. C'est ce qu'on est en train de faire dans justement la communication autour de cette nouvelle formation à la Bradis, de dire il y a ce nouveau projet qui reprend finalement les besoins de terrain, quels qu'ils soient, parce que dans une piscine, il y a la piscine, il y a les maîtres nageurs, mais il y a aussi les clubs, et de dire à un moment, est-ce que vous avez des bonhommes identifiés, des combattants identifiés pour être stagiaires, et est-ce que vous avez aussi des bonhommes pour leur permettre d'être en stage et de continuer à avancer et de former le plus grand nombre, et parce que c'est pas le tout de se lamenter qu'il y a moins de maîtres nageurs ou qui sont moins bons ou que ceci ou que cela parce qu'on en entend de partout. C'est à un moment quel moyen on se donne pour changer le discours. Moi j'y contribue à mon petit niveau, on contribue ensemble je fais ce que je peux. à notre niveau. Concrètement, si on veut continuer à avoir des champions olympiques en France, quel moyen on se donne pour former dès le premier niveau, le maître nage, commencer cette carrière du nageur, soit apprentissage. Mais avant de parler de champion olympique, pardon, et tu nous as toujours fait rêver, et tu nous feras toujours rêver, parce que les vidéos sont là, et t'es là, mais et tous les étudiants d'ailleurs voient tes courses, t'es connu, mais c'est vrai en plus, mais en dehors de toi, Jérémy, c'est pas le niveau olympique qui en ce qui me concerne me préoccupe, c'est juste le renouvellement d'un engagement annualisé d'un enfant, d'un adolescent ou d'un adulte au sein de nos structures, de collectivité ou associatives. Qu'est-ce qui fait qu'il revient parce que ce qu'il a privé. reçu
comme enseignement dans l'année, ça lui a plu et il revient. Quoi. Et c'est là où ça se construit. Tu peux pas construire sur du one-shot, c'est pas possible. Tu construis rien en one-shot. Il y a des moments, Eddie, où tu t'es dit tiens, je vais arrêter. Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois, ouais. Mais j'avais toujours dans l'esprit, comme je disais tout à l'heure, un objectif dans ma tête. Moi, je voulais absolument me qualifier sur des équipes de France, donc c'était vraiment mon objectif. Mais il y a quelque chose aussi qu'on n'a pas parlé encore, c'est vraiment le groupe d'entraînement aussi qui m'a permis de continuer jusqu'au très haut niveau. Et je pense que dès le départ, que ça soit dans n'importe quel groupe que j'ai été, dès le début, dès l'apprentissage, jusqu'à à mon premier club, jusqu'à mes 13 ans. Au départ, à aucun moment je me suis dit je vais faire du haut niveau. Je restais à m'entraîner parce qu'il y avait les copains, quoi. Et après, dès que je suis arrivé sur Dijon, il y a eu un groupe d'entraînement, que ce soit mes coéquipiers, mais aussi tout le staff qui m'accompagnait, que ce soit les entraîneurs, kinés, corps médical, tout ça. Franchement, c'était génial. Et tout ça m'a fait continuer. Après, je me suis retrouvé dans le groupe avec Jérémy. En fait, ça y va par étapes, mais aussi dans le groupe où on est. Et pour ça, on tient parce qu'il y en a beaucoup des moments difficiles. Et on s'entraide. Et on parlait du plaisir comme élément principal moteur qui donne justement envie de revenir. C'est évident que la notion de groupe est primordiale dans cette notion de plaisir. Groupe sportif ou groupe staff. Bah oui, groupe élargi. La sérénité du groupe de sportifs et la conséquence aussi de ce qui se passe aussi à côté, quoi. Tu vois, tout à l'heure, tu nous parlais de dans mon club ça se passait pas trop bien, je sais pas, enfin bref. Voilà. Ça en passait forcément sur le sportif. Ça. Tu vas avoir l'impact. C'est ça. Et même si tu as tous tes potes, etc. Hop, et puis à la maison, tu vas entendre les parents qui vont dire ah ouais, mais l'entraîneur, puis le président, machin, truc. Tu vois, si tu n'as pas aussi une bonne sérénité au sein du groupe ou entre les entraîneurs, ça c'est pareil, bah, tu vas le ressentir. Donc oui, ça passe par vraiment tout, quoi, toutes les personnes. Moi c'est pareil, tu vois, je me suis toujours bien senti dans mes groupes depuis que je suis tout gosse, donc depuis que j'ai 7 ans où je suis à Tréville, j'ai toujours bien senti, même si je me faisais virer. Pas de soucis, je reviens le lendemain, tu vois. Je m'entendais très bien avec tout le monde, que ce soit les copains et les copines ou les entraîneurs, les managers. Ça fait que j'ai continué, ça m'a donné envie de continuer. Et à aucun moment je me dis oh non, là cette année, c'est relou, c'est chiant, ça se passe mal. Tu peux prendre vite une décision en disant j'arrête en fait. L'entraîneur il a un rôle primordial derrière tout ça, c'est qu'il donne le cadre. Le jour où tu arrêtes, le jour où tu as envie d'arrêter, tu le dis à ton coach. Ah bah Yann, j'ai envie d'arrêter. Est-ce que tu es prêt déjà, formé à te dire qu'est-ce que je vais répondre si mon nageur me dit ça, tu vois? Parce que c'est pareil, moi j'ai une partie de la réponse de ce qui fait. Parmi tous les sportifs, on s'entraîne tous. Qu'est-ce qui fait à un moment donné qu'un nageur va percer plus que l'autre? Pourtant on fait le même entraînement. Ça, je ne vous donnerai pas forcément les réponses à ça parce que je veux en venir à l'entraîneur par exemple. On n'a pas de sportif de haut niveau sans grands entraîneurs aussi. Qu'est-ce qui fait la différence entre un bon entraîneur? C'est la relation. Et la relation entraîneur entraîné. On est d'accord sur ça. Merci. Mais du coup, tu vois, quelle réaction tu vas avoir si demain, tu dis t'arrêtes. Si moi, j'étais déjà beaucoup de mou, je me suis dit non, là, je suis pas bien dans l'eau, je sors, j'en ai marre, je lui dis j'en peux plus. Qu'est-ce qu'il va faire? L'entraîneur qui va dire bon, c'est pas grave, un jour de repos, tu reviens après moi. Celui qui va dire bon, prends un peu de temps, on y retourne, on va parler un peu, et puis c'est celui qui va dire, qui va avoir le discours, qui va te faire monter l'école, et dans 30 minutes après, ou même pas 10 minutes après, tu retournes dans l'eau et tu fais l'entraînement de ta vie, quoi. Il y a aussi ça aussi, tu vois, la différence entre les coachs. Est-ce que les entraîneurs ou est-ce que les formateurs, parce qu'il y a des bons formateurs, parce que moi je pars du principe que mes entraîneurs de Fréville c'est un club formateur, parce que là, c'est un très bon formateur, il n'y a pas eu que moi qui suis passé par là. Il y a eu mon frère, il y a eu les sous-traitants, il y en a eu plein. En soi, c'est pas un coup de chance sur. Mais voilà, la différence se fera là aussi, quoi. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais de prépa mentale. C'est de la façon dont tu vas réagir sur un cas extrêmement difficile qui est l'envie d'arrêter ou l'envie de tout plaquer. Quel discours tu vas tenir pour maintenir ton nageur encore en forme et avec l'envie et reprendre la motivation pour qu'il retourne dans le... Est-ce que c'est ton rôle déjà en tant qu'entraîneur? Alors, oui, je pense que oui. Oui, je pense que c'est le rôle de l'entraîneur. Et c'est pour ça que, tu vois,
Moi, par rapport au prépa mental, moi qui n'en ai jamais eu besoin, j'en ai pas eu besoin, j'ai pas eu l'envie d'en avoir un parce que mon entraîneur a fait ce travail-là. Je suis pas sûr que ce soit le rôle de l'entraîneur, du fait Eh ben, que alors, le nageur... Pour moi, d'avoir un discours quand tu sors de l'eau et puis de te booster pour que tu retournes 10 minutes après dans l'eau, c'est pas un discours. Enfin, pour moi, c'est un discours qui doit te faire tilt dans ton cerveau et que psychologiquement, totalement, tu puisses retourner dans l'eau. Alors, il y a le prépa mental, il va pas venir comme ça du jour au lendemain. Enfin, il est sorti de l'eau, il me faut un prépa mental. Donc, à un moment donné, situation importante, situation de crise, il faut que l'entraîneur soit capable de réagir. Et je pense qu'il a une part. C'est pour ça qu'on en demande beaucoup aussi d'être polyvalent sur ce genre sur vos métiers. Mais c'est un peu ça, il doit être capable aussi à un moment donné de trouver la solution. T'as un nageur qui vient voir l'entraîneur qui dit que je vais arrêter. Est-ce que le rôle de l'entraîneur, c'est de faire en sorte que le nageur retourne dans l'eau ou de faire que le nageur trouve ce qui est bon pour lui? Qui est peut-être l'arrêt dans certains cas. Je pense que c'est comprendre où est le problème. C'est comprendre. Oui, donc c'est pas qu'il retourne dans l'eau, c'est qu'il retourne dans l'eau si c'est ce dont il a besoin. Et puis c'est comprendre l'origine du problème, pourquoi il s'est posé cette question-là. C'est-à-dire que moi personnellement, j'ai un nageur qui vient dans mon club, c'est moi qui l'ai entraîné, etc. Il vient me voir, il dit je veux arrêter de nager. Bah déjà, première chose, tu te remets en question, à dire parce que c'est moi qui ai merdé, et après tu le questionnes. C'est pas tout de suite lui tomber dessus et commencer à l'engueuler en disant mais c'est pas toi qui décides, retourne dans l'eau. La seule chose que tu vas réussir, c'est frustrer, c'est comprendre l'origine, c'est savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe? T'es fatigué? Est-ce que c'est l'entraînement qui est plus? Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta tête? Enfin, explique-toi. Et à partir de là, oui, il va falloir réagir. Mais c'est pareil, si on parle de préparation mentale, je trouve que déjà c'est un phénomène qui est très à la mode en ce moment, c'est la préparation mentale. Et je ne suis pas là en train de le dénigrer, je trouve que c'est très important et ça devrait être un peu plus étudié en profondeur. Mais ça va dépendre aussi de tellement de facteurs, ça va dépendre de la personne que tu es, ça va dépendre du groupe que tu encadres. Je pense qu'on ne reçoit pas forcément l'information de la même façon selon qui la donne et surtout selon le style de personnalité qu'on a en face de soi. Il y a des gens qui vont très bien encaisser le coup d'avoir quelqu'un d'autoritaire qui va leur dire vas-y fonce quoi. Ok, c'est peut-être difficile, ouais t'es peut-être fatigué, mais tu sais pourquoi tu te bats, alors retourne-y. T'en as, ils vont pas bien l'accepter. Ils vont dire moi j'ai besoin que tu me coucounes un petit peu. On peut pas se définir comme préparateur mental pour tout le monde. C'est-à-dire que la préparation mentale va être indépendante de chaque personnalité que tu vas avoir en face de toi. Je pense qu'il pourrait y avoir autant de préparateurs mentaux qu'il y a d'individus sur Terre. Il n'y a pas un préparateur mental qui, je pense, pourra dire « je peux préparer tout le monde ». Alors moi, sur ce questionnement-là, je suis pas sûr d'être d'accord avec ton propos qui est néanmoins super intéressant. Le point de vue, là, c'est que pour moi, il y a deux choses. Il y a le coaching et la préparation mentale. Là, ce que tu parles sur le nageur sort de l'eau et là, le coach, il fait son métier de coaching. Il doit observer ce qui se comporte comme à l'ADN là. On observe le nageur, il a un obstacle, on fait sauter l'obstacle. Donc là, on le questionne, on essaie de comprendre pourquoi il ne veut plus nager ou pourquoi il est sorti de l'eau. Ouais. On essaie de faire sauter l'obstacle qui l'empêche d'aller nager. Si on y arrive, il va retourner dans l'eau. Ouais. Et ça, pour moi, c'est du coaching. Et la préparation mentale, c'est plus sur le long terme et en lien avec plus large, plus l'environnement de tout le nageur. Sur une projection de moyen et de long terme. Voilà. Et donc là, sur l'entraîneur, il a un gros rôle de coaching qui est un petit peu de la préparation mentale de terrain. Et après, je pense que le nageur, s'il a besoin, parce que dans son environnement, dans ses relations avec le groupe, avec les autres, il a plus de problèmes, soit le coach, grâce à son coaching, il arrive à le gérer, soit le préparateur mental va être un soutien pour ce point. Le coach il peut être en difficulté parce qu'il n'arrive pas à enlever l'obstacle. Donc ça veut dire que c'est un handicap de prendre un... Non, c'est pas forcément un handicap. C'est-à-dire que pour moi, le coaching, l'entraîneur, il reste dans son cadre d'entraîneur. Donc après, s'il y a d'autres éléments qui font autour de l'entraînement, l'environnement, la famille, les voisins, l'école, les études, qui perturbent un petit peu le cœur de l'entraînement, c'est peut-être pas le coach, il va peut-être pas avoir assez de moyens, d'outils pour... C'est celui qui te connaît mieux, je trouve. Oui, je suis d'accord. Je te rejoins. Moi, j'en ai toujours parlé. Mélanie ou moi, c'est vrai que en fait, c'est notre deuxième père un peu. Oui,
On a su faire la différence entre ce second père, qui est Michel, tu vois, qui aussi stabilisé notre situation à côté. Je ne me serais pas vu parler à une tierce personne pour parler de ça. J'ai eu exactement le même. C'est vraiment mon discours. J'ai vraiment eu exactement la même expérience. Moi, je pouvais m'adresser à mon entraîneur à l'époque quand vraiment ça n'allait pas bien. Et il n'y avait qu'avec mon entraîneur, je pouvais mettre une tierce personne. C'était pas pareil. Mais il y en a peut-être d'autres qui ont besoin d'une tierce personne parce qu'ils veulent pas tout dire à leur Je suis pas en train de dire que j'en ai pas eu besoin. C'est ça aussi. C'est la confiance que tu as en ton entraîneur. Est-ce que le nageur a envie de dire à l'entraîneur? Je pense que de toute façon, la relation que tu as avec l'entraîneur, si vous êtes sur les mêmes projets, si vous êtes sur le même défi, ça top et ça ira tout seul. Mais n'empêche que demain, tu te fais poter le cul, et ben t'assumes parce que c'est ta faute. Soit t'as merdé quelque part, mais tu vas accepter le fait aussi qu'il te... Voilà, quoi. Et dans l'accompagnement d'un nageur, parce que quand on passe des heures aussi pharaoniques par semaine, on passe nécessairement plus de temps avec son entraîneur qu'avec ses propres parents. Et surtout à la période d'adolescence, donc ça conditionne et ça façonne des interactions qui sont de l'ordre de l'intime en fait. Et il n'y a que l'entraîneur vers lequel on peut réellement se tourner. Et je pense qu'il n'y a que lui qui puisse réellement subvenir aux besoins qu'on manifeste. Je souscris tout à fait à ton expérience. Pour revenir au fait que du coup, c'est pas quelque chose qu'on voit forcément sur le court terme, c'est du moyen long terme, etc. Yann, pendant la moyenne, combien de temps tu gardes un enfant par année? Combien d'années je garde un enfant Parce que dans son niveau, au fur et à mesure qu'il évolue, tu le gardes des années. Ça dépend de quel groupe tu encadres. Mais quand tu veux les emmener vers de l'entraînement et de la carrière. Voilà, si tu es sur des nageurs qui, comme Jérémy ou Eddy, qui sont sur un temps d'entraînement beaucoup quotidien, bi-quotidien, et puis sur un projet à moyen et long terme, là tu vas les entraîner 2, 3, 4 ans. Mais si tu es sur les petits et la formation, 1 ou 2 ans, c'est 2 ans, oui. Donc tu vois, c'est pas la même relation. Et après, je suis d'accord avec toi que si à un moment, quand tu as un nageur que tu gardes longtemps, plusieurs années, là tu es obligé d'avoir un lien avec lui Parce que, et puis rapportons ça aussi au vécu. Si par exemple on prend des très jeunes, les petits, 2 ans pour eux, parfois ça peut être quasiment la moitié de leur vie. Après, si tu prends un adolescent, toutes ces années de collège, là où il s'est développé, adolescence, le moment le plus important où il se développe. Si c'est quelqu'un qui prépare sa carrière pour vraiment de l'entraînement, 4 ans pour préparer les JO, c'est énorme, t'es sa personne référente. Alors oui, on peut séparer coach, préparateur mental, mais l'entraîneur, le coach restera quand même le premier front sur lequel l'entraîné va pouvoir se reposer. Pour revenir du coup sur quelque chose de Théo, c'est à un moment donné la réponse vraiment qu'il fallait pour le nageur, une situation comme la mienne, c'était d'arrêter pour son bien. Je pense qu'on a loupé les étapes, en tout cas l'entraîneur a loupé les étapes auparavant. Il y a eu merdouille quoi. C'est qu'il n'a pas su voir avant qu'il y a peut-être sur entraînement par exemple. Après tu vois, je vais rebondir sur quelque chose par rapport à ma situation. Tu vois, moi j'ai fait de mes 13 ans à mes 22 ans avec Sylvain Fréville, entraîneur à Dijon. Et j'avais la même relation comme tu parlais avec Michel, donc une relation vraiment comme un second père. Et là je lui confiais vraiment tout, hein. Il y avait vraiment cette relation entraîneur-entraîné. Hein. Chose que quand j'ai bifurqué sur Amiens, forcément j'arrive pour un projet olympique où derrière je suis déjà construit en tant que nageur. Donc j'arrive à mes 22 ans dans le profil où je me dis la prochaine Olympiade, qualification pour les Jeux. Derrière il y a déjà le fonctionnement qui est fait par rapport à Jérémy, par rapport au cursus. Donc moi j'arrive dans ce groupe où j'intègre et pour ma part, j'avais cette notion un petit peu, j'étais un peu déstabilisé par rapport au changement d'entraînement, par rapport à l'entraîneur que j'avais. Et derrière, moi, pour ma part, sur la gestion du stress, j'aurais peut-être voulu avoir peut-être des moyens clés en plus de Michel, parce que j'avais pas eu le même vécu que toi et il fallait que je reprenne tout de suite en cours cette lignée de l'entraînement, chose que derrière j'ai eu un peu de déréglage, ça m'a pris un peu de temps
Et le temps à cet âge-là, c'est là pour le coup, quand tu arrives à 22 ans sur une carrière de nageur, tu sens plus te rapprocher sur la fin que sur le début. Et derrière, tu as envie de... Tu sais que tu as déjà ces étapes d'acquises et tu as envie de plus et tu as l'impression que tu stagnes. Et en fait, tu te dis, il y a peut-être d'autres choses à voir pour... Et à chaque fois, j'avais cette barrière au niveau des qualifications importantes où je loupais à quelques centièmes. Et j'ai cette petite chose qui me dit à chaque fois, est-ce que tu as mis vraiment tout en place? Est-ce qu'il n'y a pas eu un loupé sur quelque chose qui a fait que tu as loupé de quelques centièmes à chaque fois tous les ans? Donc voilà, c'était pour rebondir par rapport à ça, par rapport à la préparation mentale. Est-ce que pour moi, c'était peut-être la bénéfique préparation mentale nécessaire, c'est ce que tu Voilà. cibles sur un projet de moyen et long terme. Voilà. Pour rebondir Ouais. sur ce que tu dis, parce que toi c'était plus de l'ordre du coaching. Je trouve que tu as mis un terme qui... Placer un cadre. Ouais. Et justement, toi, Yann, comment tu gères, vu que tu entraînes, comment tu gères la notion de groupe dans un sport individuel? Les gens sont surpris. Écoute, Ils se disent celle-là. on ne pose pas beaucoup de questions. Dommage, c'est pour toi. Coacher un groupe de personnes différentes, c'est ce qui rend intéressant le métier finalement, puisque c'est du relationnel. En fait, c'est apprendre à connaître chaque personne pour arriver à, en fonction de la personnalité de chacun, arriver à trouver un moyen que toutes ces personnalités se coordonnent dans le groupe. Et après, ce qui va aider, c'est le projet qu'on va mettre en place pour le groupe. Donc, souvent au début de saison, sauf si c'est un plan sur 4 ans, mais bon, pour les JO, mais en début de saison, on va fixer les objectifs et on va essayer de faire en sorte que tout le groupe suive le même objectif, même si global, on va dire, général, puisque chacun va avoir sa spécialité, ses grilles de temps, mais on a tous un objectif à peu près commun. Et après, on va individualiser les objectifs pour que chacun s'y retrouve. Mais le principal, c'est d'arriver à faire en sorte que le projet du club soit d'aller vers le haut niveau ou vers la compétition, vers la performance, quoi. Après, comment on le fait, moi je pense que c'est arriver à coordonner, à faire en sorte que chaque individualité arrive à fonctionner ensemble. Et ça dépend les générations. Après, c'est essayer de trouver parfois quand on cherche les personnalités, on trouve les leaders, ceux qui sont plutôt suiveurs, ceux qui sont les deux. Et donc, du coup, essayer de s'appuyer sur les leaders pour essayer de les emmener, motiver les suiveurs et ainsi de suite. Organiser les choses en fonction des personnalités de chacun pour que tout le monde se coordonne. Moi, je pense que quand... je cherchais un exemple, je ne trouvais pas, mais voilà, quand on a Jérémy dans un groupe, voilà, c'est Jérémy le leader, donc on va fixer un objectif très haut et donc les autres, ils vont essayer de s'accrocher. Quand il nage avec toi, on voyait bien que voilà, il était suiveur parce que c'était toi le leader, mais ça l'a super bien motivé pour aller. Et Jérémy, ça t'a aidé parce que tu voyais lui qui était derrière toi et qui poussait. Et donc, du coup, ce binôme, et il y avait tout le groupe, faisait que le leader, il était poussé par les autres, et puis le suiveur, il essayait de s'accrocher au... Et donc, quand on arrive à mettre en place ce genre d'organisation, en fonction, quand on a bien identifié les personnalités de chacun, le groupe avance ensemble, quoi. Alors pour les auditeurs, le Théo en question, c'est absolument pas moi. Non, c'est Théo Fuchs, le frère de Roman. Moi j'étais pas dispo, c'est pour ça. Mais du coup, on voit que la carrière du nageur doit y avoir une notion de progressivité. Ouais. Et Jérémy, je vais te poser la question à toi parce qu'il est bientôt 16h, donc tu vas bientôt devoir nous quitter. C'est bien ça, On hein? le cherche. Ouais, Ouais, vous c'est êtes ça, ouais, là. Vous, comment vous construisez cette progressivité qui t'amène jusqu'à une médaille olympique? Moi, en fait, j'étais un peu suiveur, en fait. Au début. J'étais suiveur dans le sens où, déjà, Quand t'es arrivé, oui. j'allais où on me disait d'aller. Avant Amiens, on me disait va faire des stages régionaux, donc avec Michel. C'est là où il m'a repéré, mais viens au club pour le
espoir, du coup, à l'époque, en 2006. Alors, j'ai pas le bac, bien sûr, le bac avant, donc je passe le bac. Après, hop, Michel, hop, reviens. Bon, j'arrive, ok. Mais avant, je sais vraiment dans quoi je mets les pieds, j'en parlais ce matin. Et après, quand je suis arrivé, j'étais le dernier, quoi. Déjà, toutes les filles étaient devant, je suivais. Par contre, j'essayais d'aller grappiller, du coup, les pieds des autres. Et j'étais vraiment, mais quand je dis dernier, 3e, 4e vague, hein, c'était pas parmi les meilleurs. Mais je m'attachais à ceux qui étaient déjà tout devant, c'est-à-dire qu'il y avait Ahmed Matlouti à l'époque, donc, qui était un bon nageur de 400, donc un niveau aéro d'endurance très bon, et qui avait déjà fait le cheval du monde, alors que moi, aucune équipe de France, là, j'arrive là, lambda, quoi. Mais objectif par objectif, aller chercher les filles d'abord, aller chercher la 2e vague, aller chercher la première vague. Et au fait, une fois que tu as la première vague, ben, qu'est-ce qui va te distinguer des autres? Après, moi j'étais sur les coulées, donc j'essayais au maximum d'en faire. J'ai de l'avance sur ça, donc je répétais. Moi j'étais sur le bassin. La première fois, tu as fait tes vraies grosses tentatives de coulées. Ouais. J'étais sur le côté. Mais c'est ça, mais tu vois, c'est que des petits défis que tu te lances tous les jours. Et puis tous les détails après qui vont faire que tu vas te différencier des autres. C'est vrai qu'au début, moi, je disais ce qu'on me disait de faire. Mais par contre, à la lettre, quoi. Si c'est en muscu, c'est 40 pompes, c'est 40 pompes, c'est pas 39. Si c'est 50 mètres de battement, c'est 50 mètres, c'est pas 49 plus un coup de bras, tu vois. Mais tous ces petits détails, mis bout à bout, au final, après on se demande comment ça se fait. On fait la même chose. Bah ouais, mais non, on n'a pas fait la même chose. T'as le droit de sortir, mais t'assumes le lendemain. Donc pas question de sortir justificatif de pas de réveil. C'est mort. Puis moi-même, je me sentais coupable de le faire. Donc pour moi, dans mon projet, c'était pas compatible, tu vois. Un gars qui faisait l'entraînement de moins que moi dans la semaine, moi, je gagnais des points. Et en fait, je mettais ça bout à bout à chaque fois. Et je me dis, voilà, je fais partie, je coche l'entraînement. Ça, je l'ai validé, je validais. Voilà, après avec l'entraîneur, c'était confiance absolue. Donc c'est lui qui m'a mis un peu les objectifs court terme, je sais pas d'Europe, l'année prochaine les mondes, etc. On verra bien, on va suivre sa trame et on verra ce que ça donne. C'est sûr que en fait, quand tu vois que ça fonctionne, tu es encore plus assidu, tu es encore plus précis que ce que tu faisais avant. Chaque année, c'est comme ça. Et forcément, tu as des coups de mou, des années où ça passe pas, ou des saisons qui sont un peu plus creuses que d'autres. Et en cherchant bien, tu sais forcément ce qui a été, ce qui n'a pas été. Cette notion de progressivité, on a vu il n'y a pas longtemps une médaillée au championnat du monde qui a 12 ans, la chinoise. Et qu'est-ce que ça reflète sur justement cette notion de progressivité, d'être à 12 ans à ce niveau-là? Pour moi, ça ne me choque pas. Dans le sens où, quand on parle de construction du nageur, chaque nageur va aller à sa vitesse dans sa construction. Donc, il y en a qui vont aller très très vite et donc arriver très vite au haut niveau parce qu'ils ont réussi à valider toutes les étapes très rapidement. Et comme à l'école, il y en a qui ont le bac à 13 ans. Si j'allais le dire. Voilà. Donc, ils arrivent à valider toutes les étapes rapidement et voilà, ça reste quand même des exceptions. Parce qu'il faut prendre le temps pour acquérir toutes ces étapes et surtout les valider dans la durée et dans la distance. Donc, du coup, normalement, la construction d'un nageur prend un certain temps. C'est pour ça que, et nous, en France, on est plutôt à prendre le temps, même si. Ou alors, on prend le temps chez certains. Oui, bon, Mais après, il y en a qui veulent aller trop vite. Comme ils ont été trop vite, ils sont sortis du parcours et donc on les voit pas plus tard. Chose que dans 10 ans, là, ils sont toujours là. Hein. C'est rare d'en avoir vu comme ça. Donc du coup, voilà, moi je pense que c'est dans la construction du nageur. Pour moi, il faut prendre le temps de valider et de valider les étapes, l'acquisition, mais aussi le fait que ces acquisitions sont pérennes. Et donc ça prend du temps. Après, il y en a qui vont plus vite que d'autres et c'est pour ça que, par exemple, Eddy, lui, a commencé quand même à 13 ans à s'investir et pour y arriver au niveau, c'était un petit peu de temps. Et si Jérémy, on regarde sa construction, donc il a mis du temps, entre guillemets, avec beaucoup de loisirs, à se construire jusqu'à 19 ans, mais après de 19 ans à 22, mais 4 ans, là il a été beaucoup plus rapide dans sa construction du nageur. Donc on voit que en fait chacun va à sa vitesse et c'est pour ça que il n'y a pas à 12 ans on doit savoir faire ça, à 6 ans on doit savoir faire ça. C'est le nageur qui va déterminer l'organisation des étapes et la durée entre chaque étape qu'il prend pour acquérir et pérenniser ses apprentissages. Ma réflexion du coup elle est parce qu'en France, comme tu disais, on aime bien prendre son temps. C'est-à-dire que dès qu'on a un enfant, quand je parle vraiment du badage, qui commence à vraiment sortir du lot, etc., mais vraiment sortir fort du lot, généralement, on a rapidement tendance à vouloir le freiner
C'est l'impression que j'ai moi, je regarde beaucoup les classements chez les jeunes parce que c'est les compétitions que je fréquente le plus, etc. Il y a certains enfants qui, avec 2 années de moins, arrivent à dépasser même les temps de certains enfants qui sont dans les catégories au-dessus, qui sont incroyables. Et tout de suite, ça devient presque polémique. Ouais, mais c'est encore la construction, ils vont un peu plus vite. Après, c'est comment ils ont vécu leur progression. Est-ce qu'ils ont été forcés à aller un peu plus vite? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord qu'on prenne le temps. Il y a des entraîneurs qui prennent le temps. Moi, je cherche à prendre le temps. Il y a des entraîneurs mais après, c'est tout ça, c'est un environnement. Parce qu'il y a des entraîneurs qui veulent prendre le temps, mais il y a les parents et les nageurs qui n'ont pas envie de prendre le temps. Voilà, ou le club. Quand il y a une petite structure, dans mes anciens clubs, petite structure, on voyait bien que l'objectif du petit club, pas de lycée dans la ville, donc pour avoir des bons nageurs, il faut qu'ils soient bons en Benjamin. Puisqu'après ils s'en vont. Nous on brille en catégorie Benjamin dans le club parce qu'on n'a pas de lycéens, ils s'en vont. Donc du coup, on va accélérer leur progression pour qu'on ait des Benjamins qui aillent un petit peu aux France, puisque c'est le seul moyen qu'on a pour aller aux France. À partir du lycée, ils vont à l'internat ailleurs. Donc tu vois, il y a tout l'environnement, toute la politique, soit du club, soit des parents, qui va influencer aussi ce plan de carrière. Mais si un entraîneur qui... Après, là, au club d'Amiens, je peux avoir les moyens, puisque il y a plusieurs groupes. Donc moi, mon groupe, les groupes là que j'entraîne à venir, Benjamin, qui ne sont pas dans le cursus de parcours d'excellence, moi, je prends le temps. Et moi, ça ne me dérange pas, pour l'instant, qu'ils soient encore en Benjamin avec moi, puis qu'ils arrivent à la section qu'en 4e ou qu'en 3e. Voilà, et en fait, et c'est ça l'avantage aussi à Amiens, c'est que voilà, on peut aller à sa vitesse. Mais en fait, c'est l'entraîneur, c'est l'environnement, c'est le club, c'est les parents, c'est qui va déterminer la vitesse à laquelle va. Mais pour moi, la logique, c'est étape par étape et prendre le temps de valider chaque étape. Et après, c'est l'enfant qui va. Normalement, c'est le nageur qui détermine à quelle vitesse il progresse. Mais des fois, il y a les entraîneurs qui appuient sur l'accélérateur pour aller plus vite, les parents qui poussent l'entraîneur, qui poussent le nageur aussi à aller plus vite, qui rajoutent des entraînements hors des entraînements du club. Donc voilà, on ne maîtrise pas tout l'entraînement. Je crois qu'on va clôturer cet échange là-dessus. Merci à tous pour votre temps, merci à tous pour vos échanges et vos lumières, c'était top. On a bien vu qu'il y a plein de questions à se poser et je suis persuadé que dans la pratique sportive et même ailleurs, plus on va se poser de questions, plus on va être pertinent dans les choix qu'on fait et dans nos réflexions. Donc continuons à nous en poser, c'était top. Merci beaucoup. Merci à toi et à tout le monde. Ce que je retiens de cette table ronde, c'est que la carrière d'un nageur, c'est avant tout une histoire de rencontres. Des éducateurs, des formateurs, des entraîneurs, des personnes qui, un jour, t'ont transmis un geste, une confiance ou simplement l'envie d'aller plus loin. Et c'est exactement ce que l'Apradiste a voulu célébrer avec cette première promotion de maître nageur, la transmission comme moteur du progrès. Un immense merci à Jérémy Stravius et à l'équipe pédagogique d'avoir partagé cette vision sincère et passionnée de la natation. Et je te garantis qu'une fois le micro éteint, une fois les appareils photo éteints, la discussion elle continue parce que autour de la table, il y avait uniquement des passionnés de natation. Et si toi, tu veux soutenir ce type d'épisode et aller encore plus loin dans ta progression, le meilleur moyen, c'est de rejoindre SwimSmart Premium. Tu y trouveras des capsules exclusives, des plans détaillés, des séances audio guidées et des entretiens inédits. Et je te rappelle qu'en ce moment, 20% des revenus de SwimSmart sont reversés à la Ligue contre le cancer pour Octobre Rose. Et qu'il y a toujours de grands concours anniversaire en cours. 2 abonnements premium d'un an à gagner jusqu'au 11 novembre, date de mon anniversaire. Maintenant que tu le sais, t'as pas d'excuse pour pas me le souhaiter dans un peu moins d'un mois. Toutes les infos sont en description. Merci pour ton écoute, merci pour ta fidélité. Je suis désolé du son qui était particulier, qui était brut, qui était vraiment dans le jus. Mais comme tous, je suis en train d'apprendre. D'ici là, continue de nager, de progresser et de transmettre à ton rythme. Bonne journée.